Bonjour, bienvenue dans Milubi. Aujourd'hui, une vidéo que je vous ai promis il y a longtemps, puis ça fait longtemps que je veux faire. Je vais vraiment aller en détail, vous présenter la Mecalac 6 MCR, puis parler des Mecalac MCR de façon générale, puis en faire vraiment une comparaison avec une excavatrice conventionnelle. Je me fais souvent poser la question, donc on regarde ça en détail. Donc, je vais essayer de vous mettre ça assez organisé, là, essayer de structurer mes idées. Donc, on va y aller en 5 sections, en 5 sections. La première, ça va être de comparer une Mecalac MCR à une excavatrice en performance, comparer la Mecalac MCR à une chargeuse compacte sur chenille en performance. Puis ensuite, on va parler de confort, d'habitacle, de cabine. Ensuite, on va parler de mécanique, maintenance, fiabilité. Puis, à la toute fin, on va parler de valeur, on va parler de chiffres. Mais avant de me lancer dans les détails techniques, juste vous dire, moi, là, ça va faire une saison pleine que je fais avec cette machine-là. Pour mettre en contexte, j'ai eu une John Deere 60G, une machine 6 tonnes, pendant les 2 saisons avant. C'est avec ma John Deere que j'ai commencé ma carrière de petit forestier. Donc, c'est ma base de comparaison. J'ai jamais eu de chargeuse compacte sur chenille. Je l'ai essayé une un peu de temps en temps, à 2-3 moments, mais j'ai jamais travaillé tant que ça avec ça. Donc, gardez ça en tête. Je suis pas un expert de ces machines-là. Puis, bien, tout de suite, je vais répondre aux 2 premières questions là, qui me sont toujours demandées. C'est « Es-tu content? Tu l'aimes-tu ta machine? » Puis oui, absolument. C'est vraiment fabuleux comme équipement. C'était la machine pour moi. Je suis super content. C'est fou ce que je fais avec ça. Puis je vais vous expliquer dans le détail le pourquoi, puis le comment, puis qu'est-ce que quoi. Mais la deuxième question que je me fais poser, c'est « Tu penses-tu que c'est la bonne machine pour moi? » Puis ça, la réponse n'est pas si claire que ça. Je pense pas que c'est la machine pour tout le monde. C'est une machine ça prend un certain contexte là, pour la justifier puis l'utiliser. Donc, on en reparle à la fin de la vidéo. Donc, pour bien vous mettre en contexte, il faut que je vous explique un peu c'est quoi cette machine-là. La machine Mecalac MCR, c'est une espèce d'hybride entre une excavatrice conventionnelle puis une chargeuse compacte sur chenille. Donc, c'est un skid excavator qu'ils appellent en anglais, un skid excavator. Puis pourquoi c'est quoi qui fait que c'est différent? Il y a 2 gros volets. Le premier, c'est le bras, la géométrie du bras, comment c'est organisé. Et le deuxième, c'est la traction elle-même, qui n'est pas la traction d'une excavatrice conventionnelle. Puis, bien, la machine est organisée pour être capable de rouler à la vitesse d'une chargeuse compacte sur chenille, contrairement à une excavatrice. Puis, bon, il y a des modes électroniques de contrôle à l'intérieur qui permettent d'exploiter ça. J'irai plus en détail tout à l'heure. Donc, la première grosse différence, c'est vraiment au niveau de la géométrie du bras. Les excavatrices conventionnelles, les mini surtout, vont avoir le pivot au centre, puis le bras va faire sur une rotation. Dans le fond, si on se met dans la cabine, le bras va faire ça comme ça à partir du bas. Fait que ça peut nous permettre de travailler quand même en angle ou de côté ou le long d'un mur, des choses comme ça. Fait que c'est quand même pratique. Mais l'avantage d'un bras où est-ce que l'articulation est au milieu, c'est qu'on peut aller chercher des angles vraiment particuliers. Quand je dis qu'on peut aller chercher des angles étranges, c'est que concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on est capable d'aller travailler à des drôles d'endroits, ce que ni une excavatrice, ni une chargeuse compacte sur chenille est capable de faire. On est capable d'aller déposer de la pierre le long d'une maison quand on ne peut pas être tout à fait devant. On peut faire la couronne d'un chemin, de faire un grade en bon français, en tirant la terre, en laissant un angle. Fait qu'on peut travailler des fossés, des fois, qui ont des angles bizarres par rapport à la route. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Puis, bien évidemment, là,
c'est un godet de 7 pieds de large. Donc, puis évidemment, comme une excavatrice, ça vient avec un godet régulier là, à creuser. Donc, c'est vraiment comme une excavatrice, on peut creuser des trous, puis comme une chargeuse compacte, on peut déplacer du matériel. Ça fait les deux. Mais la géométrie du boom vient changer quelque chose de fondamental qui a beaucoup, beaucoup d'avantages sur des chantiers. Donc, la machine, elle a aussi un quick hydraulique, mais c'est pas unique à Mecalac. Donc, je vous le mentionne, mais c'est pas une différence parce qu'il y a des excavatrices qui ont ça aussi. Il y a des chargeurs compacts sur Schnee qui ont ça aussi. Donc, mais c'est une belle affaire, sauf que c'est pas rien qui différencie d'une excavatrice. Mais bon, si je me ramène à mes 5 rubriques, là, si on compare les performances d'excavatrices entre la Mecalac MCR puis une excavatrice conventionnelle, une excavatrice conventionnelle a certains avantages à cause de la façon que la géométrie du bras est faite. C'est quand même très fort. C'est vraiment conçu pour creuser. Donc, je vous dirais, si je travaillais vraiment en excavation dans une carrière, sur des chantiers, j'irais probablement vers une machine conventionnelle, une excavatrice, juste pour creuser de la terre. Comprenez-moi bien, la Mecalac est une excavatrice très bonne, mais à cause de la géométrie du bras, puis de la façon que la machine est conçue, je vais vous donner un exemple, quand on essaie de sortir une grosse pierre du fond d'un trou, bien avec ma John Deere, c'était soit que j'arrivais pas à sortir la pierre, je m'ancrais avec ma lame en avant, je creusais, puis c'est soit que j'arrivais à sortir la pierre ou j'arrivais pas. Avec la Mecalac, j'ai autant de chances de me tirer dans le fond du trou avec la machine au complet que de sortir la pierre parce que la machine est extrêmement forte pour son poids, sa dimension. Donc, ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de technique. Mais par exemple, si on le compare vraiment encore une fois avec une excavatrice, la configuration de ce bras-là pour un usage hors excavation, c'est-à-dire par exemple pour moi qui travaille dans le bois, quand j'ai des trucs comme un grappin dessus, ça devient super pratique d'être capable d'aller travailler plus en hauteur, quasiment au-dessus de la machine. Des fois, il y a des grosses branches que je juste enlever d'un jambes pour être sûr qu'elles ne tombent pas sur la tête. Je suis capable d'aller en hauteur au-dessus de la cabine. Alors qu'une excavatrice ne fait pas ça. Fait qu'il y a des usages où c'est une machine qui est capable de faire des choses qu'une excavatrice est simplement pas capable de faire. Donc, quand on compare les performances, oui, une excavatrice va être plus performante directement, un peu, là, marginalement, mais en termes de versatilité, c'est pas le même cas de figure, la même utilisation. L'autre point, si on parle encore là de purement d'excavation, si on compare une excavatrice, c'est Electric over Hydraulic, c'est-à-dire au niveau des contrôles, je préfère une machine pleinement hydraulique. Je préférais ma John Deere. Elle était un peu plus précise au niveau des joysticks. Puis encore là, c'est extrêmement dur à décrire. C'est qu'on est capable de faire des gestes vraiment fins, vraiment précis avec cette machine-là. Mais c'est l'espèce de transition entre des grands mouvements. T'sais, on s'en vient très rapidement, puis là, on veut ralentir puis faire un mouvement précis. C'est plus difficile à jauger sur une machine comme ça qu'une machine pleinement hydraulique. C'est comme ça, on le sent un petit affaire moins. Donc, il faut se ralentir, puis après ça, on fait un geste lent, puis là, ça va bien. C'est quelque chose qui s'apprend vite, c'est intuitif, puis à un moment donné, tu te l'habitues, puis là, c'est rendu, pour moi, j'y pense plus, puis je peux faire de la job vraiment précise, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont habitués avec des pelles hydrauliques ou 100% hydrauliques qui est une espèce de petit sentiment qu'il y a de quoi qui ne marche pas avec ces machines-là. Fait que c'est quelque chose à noter. En termes de force, en termes de puissance, c'est extrêmement fort. Je suis capable de sortir des roches, puis j'en ai placé ici. Là. Ça vient d'en bas de ma cour, que j'avais réussi à la sortir d'un trou avec la John Deere, mais elle restait là. Tandis qu'avec la Mecalac, non seulement j'aurais sorti du trou, mais j'ai été capable de la monter facile en haut ici pour la mettre dans mon mur. Pour 2 machines 6 tonnes. Fait que oui, c'est très fort. C'est un moteur 75 HP versus un moteur 50 HP, autour de 50 HP sur des machines 6 tonnes équivalentes dans d'autres fabricants. Donc, juste ça a un énorme impact de performance en termes de force. Parlons de force. Côté négatif, puis je le dis pas pour blaster la marque,
Mais le bucket d'origine Mecalac, je vous dirais, si vous êtes capable de vous le faire créditer, si vous voulez en acheter une, puis vous achetez une marque, un bucket d'une autre marque, il est déjà tout déformé. Quand je travaille avec, je le vois tordre. C'est pas de la grosse qualité, le bucket. C'est un peu dommage, considérant la force des attaches puis la force de la machine. Clairement, le bucket est pas assez fort pour la grosseur de la machine, même pour ce qu'on appelle une utilisation standard. Moi, j'ai été pas mal déçu de ça, mais bon, c'est juste un accessoire de quelques milliers de dollars sur une machine de centaines de milliers de dollars. Donc, ça s'organise, il faut juste y penser au moment de l'achat. Dernier volet de performance, comparativement avec une excavatrice, c'est le flot hydraulique. Considérant la force du moteur de cette machine-là, qui est une catégorie 6 tonnes, c'est quand même 25% de plus de moteur qu'une excavatrice conventionnelle. Et il y a aussi 2 pompes hydrauliques, ou en tout cas plus qu'une pompe hydraulique, il me semble que c'est 2, puis une séparée là, pour la traction versus le boom puis l'utilisation de la cabine. Ce que ça veut dire, c'est surtout dans un contexte où on broie, moi je fais beaucoup de broyage de branches, broyage d'arbres, ben le flot hydraulique, j'ai 25 GPM au boom. Fait que pour une 6 tonnes, il n'y a pas aucune machine qui accote ça en GPM directement au bout du bras. Fait que ça, n'importe quoi que vous avez un accessoire au bout de la pelle qui requiert beaucoup de flot hydraulique, de litres par minute ou de GPM, c'est imbattable dans sa catégorie. Donc, pour moi, ça a fait une méchante différence au niveau de mes performances avec mes broyeurs forestiers. Fait que ça a été là, la découverte. Là. Je m'attendais à une légère amélioration, mais je ne m'attendais pas à passer du simple au double. Même, je fais 3 fois le travail que je faisais avant avec le même broyeur. Je n'ai pas changé de broyeur, j'ai juste changé de machine. C'est impressionnant à quel point ça fait une différence. Puis, bien, je vais en parler plus d'un point de vue chargeuse là, dans la deuxième rubrique, mais c'est à mentionner que c'est une machine qui roule autour de 10-12 km/h, comparativement à un 2-3 km/h pour une excavatrice, ou même 1 à 3 km/h pour une excavatrice. Ça fait une fichue différence sur les chantiers. On fait des choses qu'avec le bucket, tasser une roche, aller la placer plus loin, qu'on ne ferait pas en temps normal avec une excavatrice, juste parce que c'est trop long, c'est pas efficace d'aller porter de quoi avec la pelle. Alors que là, c'est même pas une considération. C'est comme tu zippes, tu t'en vas à porter, puis tu reviens à ta place, tu continues à creuser. Fait que la vitesse de déplacement, même en mode excavation, c'est vraiment un game changer. Ça fait une énorme différence. Puis bon, si on parle de chargeuse compacte sur chenille, c'est sûr que c'est une machine qui, pour moi, penche un petit peu plus du côté excavatrice que du côté skid. Oui, ça roule vite. Oui, ça a la vitesse d'une chargeuse. Oui, ça a un godet de 7 pieds. Oui, on est capable même de l'opérer à l'intérieur de la cabine. On a un mode qu'on change, puis là, ça devient une conduite comme une chargeuse, c'est-à-dire le joystick de gauche qui devient tes déplacements, puis à droite qui vient monter, descendre le bucket, puis le vider. Comme n'importe quelle autre chargeuse, Bobcat, le skid steer, là, il y a plein de noms, là, mais une chargeuse compacte sur chenille. Donc, oui, c'est capable de faire la même chose qu'un skid. Ça reste un peu plus, je vais dire, délicat qu'un skid parce que ça reste un boom central. C'est pas 2 bras de chaque côté qui tient le bucket vraiment fort. Il faut l'appuyer dans la lame. Fait que ça demande tout le temps un peu de positionnement quand on passe d'un mode à l'autre. Fait que, puis étant donné qu'on veut bénéficier de la capacité de faire la rotation de la cabine puis d'aller déposer du matériel plus loin, ben on est tout le temps en train de se replacer et à côté le bucket sur la blade. Il y a une petite perte d'efficience en mode skid juste pour déplacer du matériel. C'est moins simple comme utilisation. Une chargeuse compacte, on embarque là-dedans, puis tu te mets à déplacer du matériel, puis c'est tout ce que ça fait. C'est vraiment fait pour ça, mais c'est tout ce que ça fait. Donc, en termes de performance pure, encore une fois, une chargeuse compacte sur chenille pour déplacer du matériel d'un point A à un point B va être mieux que ça. Juste par sa simplicité d'utilisation, son format un peu plus compact, le fait qu'il y a des bras
de chaque côté, puis que dans le fond, tu n'as pas besoin de vérifier ton angle. Ou si tu as backdragué, des fois, quand tu backdragues beaucoup, ben, ça déplace un peu l'hydraulique, là, les valves de sécurité, ils vont relâcher un peu de pression, fait que là, ton bucket n'est plus tout à fait aligné, fait qu'il faut que tu le remettes. Il y a des petits détails comme ça qui fait que si on compare la Mecalac à une chargeuse compacte sur chenille pour déplacer du matériel, la chargeuse compacte sur chenille va avoir un avantage. C'est fait pour ça, c'est plus performant. Mais encore là, ceci étant dit, c'est tout ce qu'on fait avec une chargeuse compacte sur chenille. On déplace du matériel, on l'étend, puis on le grade, puis c'est ça. On peut mettre plein d'attaches, plein d'accessoires, mais ça reste que tes bras sont en avant de toi, ils montent, ils descendent, tu dompes la terre devant toi, puis c'est ça. La grosse différence, c'est que là, ce que tu fais, c'est que tu peux ramasser du gravier. Puis, mettons, ici, c'est un bel exemple. Je vais essayer de vous montrer la séquence où je le faisais. Il me semble que je m'étais filmé. Mais c'est qu'on peut mettre du matériel comme ça, sans avoir à aller mettre un là, un là, un là, un là. C'est qu'on se met parallèle, on remplit le bucket, puis là, on vient verser en se déplaçant à l'arrière. Fait que le fait que la cabine puisse se tourner, qu'on puisse aller chercher des angles comme ça, fait en sorte qu'on est capable d'aller porter du matériel à des endroits qu'une chargeuse compacte sur chenille serait juste pas capable d'aller. Des fois, on s'enlise dans la boîte. Fait que juste pour ça, comparativement, mettons, à des plus grosses chargeuses compactes sur chenille, mettons des Kubota ou SVL 95, je pense, ou des John Deere 333G ou des choses comme ça, ça a quand même la capacité de déplacer bien du matériel, puis ça a en plus la capacité d'aller le mettre à des drôles de places. Donc, ça a des avantages au niveau de performance. Donc, à garder en tête. Donc, pour conclure le volet performance, ben c'est un peu ça l'affaire. C'est que on les compare à deux machines, puis ça gagne, entre guillemets, à bien des niveaux sur soit une excavatrice ou soit une chargeuse compacte. Et c'est une machine, et ça fait les deux. Ça fait la job d'une excavatrice, ça fait le job d'une chargeuse. Donc, juste pour ça, point de vue performance, c'est dans une gamme à part. C'est un autre bébelle, c'est un autre type d'appareil. C'est unique. Puis, dans le bon contexte, c'est imbattable. J'ai fait des jobs sans exagérer. Là, j'exagère vraiment pas. J'en ai 2, 3 là, sous la cravate qu'on avait commencé avec une chargeuse, puis avec une mini excavatrice. Puis ça prenait des heures et des heures. Puis j'ai été appelé en renfort. Puis je suis arrivé, puis on a clenché en 45 minutes ce qui avait pris 3-4 heures à essayer de faire, puis qui était bien difficile avant. Fait que, tu sais, on est plus dans le 3, 4 fois, 5 fois plus vite dans certains contextes que deux machines. Donc, ça, c'est dans le bon contexte comme moi qui travaille seul, j'ai juste une machine qui est capable de tout faire. Un point de vue de performance, c'est imbattable. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment content. C'est que là, je me vois plus jamais revenir à une excavatrice avec une chargeuse. Je vais tout le temps avoir une MCR pour mon utilisation. Je me vois pas travailler avec un outil autre. Je suis trop comme habitué puis efficace avec ça. Donc, voilà côté performance. Bon, j'ai pas passé à la balayeuse. J'ai pas fait le ménage avant d'avoir la visite. Mais je dois dire, pour la cabine, côté confort, c'est du gros luxe. Le siège est extrêmement confortable. La machine, il y a de la visibilité est super bonne. Il y a des miroirs partout. Il y a une caméra de recul, caméra de côté. Le chauffage est trop puissant. Puis l'air climatisé n'est pas assez puissante. Donc, c'est le gros côté négatif de la bébelle. Que je suis un peu déçu, mais autrement, l'habitacle est vraiment super. La façon d'opérer ça, on peut changer en mode SAE ou ISO, donc pelle et pépine, communément appelé. Donc, on peut choisir le mode dans lequel on veut travailler comme la majorité des machines modernes. On peut changer de mode entre une excavatrice puis, on va rentrer. Donc, changer de mode entre une excavatrice et un skid. On est en excavatrice, on est en skid. Voilà. Puis, c'est très facile, c'est juste ça. Puis, on peut inverser
dans le fond, le mouvement du godet, étant donné qu'on devient à l'envers, qu'on travaille avec le bucket inversé, ben on inverse le godet, fait que quand on fait gauche-droite sur la manette, ça s'inverse, fait que c'est plus facile, plus intuitif. Fait que ça, c'est tout facile de le changer là, sur le fly. Fait que moi, ça va arriver très souvent que juste pour mes déplacements sur un grand chantier, quand par exemple je déplaçais ma terre ici pour faire mon stationnement puis que j'envoyais ça en arrière, ben on roule longtemps, c'était plus facile me mettre en mode skid, conduire avec ma main gauche, me mettre les pieds lousses sur les bords puis rouler vite. Puis juste pour mes déplacements, puis après ça, me remettre en mode pelle pour ramasser, le déloader, étendre ou rester en mode skid quand c'était rien que déplacer du matériel. Donc, c'est super facile, on s'habitue très rapidement. Il y a aussi une différence, c'est qu'on peut contrôler, étant donné qu'il y a une section de plus, on peut contrôler le cylindre, le gros cylindre séparément ou le laisser linké, là, attaché d'un point de vue électronique pour que ça fonctionne. J'appelle ça le mode facile, le mode difficile. Là. Fait qu'en mode facile, ça conduit comme une excavatrice conventionnelle. Puis en mode difficile, on sépare la fonction de ce cylindre-là du reste du boom, ce qui nous permet de monter le godet en ligne droite, ce qu'une excavatrice n'est pas capable de faire, proche de la machine du moins. Donc, ça, c'est opéré par la pédale de droite. Donc, une pédale de plus. Mais ça, c'est optionnel. Ça, fait que vous avez à mettre un opérateur plus habitué avec une excavatrice conventionnelle. On le met, appelons ça en mode facile, puis ça marche comme une excavatrice. Là. Fait que c'est toutes des affaires qu'on peut utiliser. C'est des capacités de plus, mais c'est pas essentiel au fonctionnement de la machine. Donc, point de vue cabine, c'est pas mal, et utilisabilité, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Il y a un radio, moi je l'ai pas pris en option, mais il y a déjà des haut-parleurs intégrés. Il y a des bonnes lumières de travail. À ce niveau-là, c'est vraiment pas un problème. Il y a une vitre en haut avec un pare-soleil. Donc, la visibilité est vraiment excellente. Pour ça, là, j'ai rien à dire. Là. C'est un autre niveau de confort. Là. On se sent dans une belle berline de luxe plutôt que dans une petite voiture économique. Donc, point de vue, ma base de comparaison, c'était ma John Deere, une 60G 2021. Donc, c'était une super machine. C'était une machine pas tuable, puis tu sais, vraiment fiable. Elle m'a super bien servi. Puis je suis rough avec mes machines. Mais ça restait que c'était spartiate au niveau de l'habitacle. C'était assez simpliste. C'était une machine pour travailler. Il n'y avait pas de froufrou, pas de mode électronique, pas de bidule, pas de bébelle, pas rien. L'air climatisé de la John Deere allait bien mieux. Je pouvais avoir fret en plein été au gros soleil, tandis que c'est à peine possible de me rafraîchir avec celle-là. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Touchons maintenant au volet mécanique, fiabilité. C'est sûr que c'est une machine, si vous êtes de la mentalité mécanique le plus simple possible, le moins d'électronique, c'est pas la machine pour vous. Moi, je suis pas de ce genre-là parce que on dirait que je suis un gars qui est habitué à la technologie, fait que c'est jamais été ça qui m'inquiétait, qui me faisait peur. Puis après une saison, j'ai eu des ennuis avec, là, des petits pépins, mais c'était toutes des affaires, des pépins, je vais dire, mécaniques que j'aurais eu avec une autre excavatrice ou que celle-là, ça n'aurait pas fait de différence. Là, c'était pas la sophistication qui a fait que j'ai eu des bugs ou des problèmes. Ceci dit, il y a quand même beaucoup plus de composantes, beaucoup plus de points de graissage. Donc, au niveau de la maintenance, c'est plus long. J'ai eu des enjeux. Ben, c'est pas vraiment des enjeux, mais c'est un apprentissage qu'il a fallu que je fasse parce que je me suis débarqué mes chenilles, je pense 5 fois maintenant, en 1 an, alors que ça m'était jamais arrivé avec la John Deere en 2 ans. Et puis la raison derrière ça, c'est que c'est tellement fort la traction, c'est que c'est possible de se mettre dans le trou bien facile. Avec la John Deere,
tu t'accotais sur une souche, tu essayais de tourner, puis il n'y a rien qui se passait, tandis qu'elle, elle débarque. Elle est assez forte pour que tu te mettes dans le trouble. Donc, c'est un apprentissage. Là, je suis un peu plus assidu. Puis aussi, étant donné que ça roule vite, ben, il faut réajuster la tension, remettre de la graisse dans la traction plus régulièrement. Je me permettais, je ne l'ai jamais fait. Honnêtement, en 2 ans, je n'ai jamais remis de la graisse dans mes tracks de John Deere. Je l'ai utilisé seulement que 350-400 heures avant de la retourner, mais ça n'a jamais été une nécessité. Alors qu'elle, je suis rendu à peu près ça, à 400 ou 500 heures. Puis, je le fais maintenant dans ma routine quotidienne de graissage. Bien, je remets de la tension dans mes chenilles parce que c'est très sensible à débarquer dû à la force. Puis étant donné que je travaille en forêt, je suis tout le temps en train de m'accoter sur des souches ou des roches. Donc, c'est un point négatif, mais qui gère assez bien une fois qu'on en est conscient. Puis, bien, pour continuer sur la mécanique, il y a beaucoup de hoses exposées. C'est plus accrochant qu'une excavatrice conventionnelle. J'ai cassé des hoses. Les petites qui sont là, les petites Moses, là, celles-là là, sont très faciles. C'est pas des grosses affaires. Fait qu'il suffit qu'on pogne une bonne branche dans la forêt qu'on n'a pas vue, puis qu'on pensait qu'on était correct, puis paf, t'as pété ces hoses-là. Fait que celles-là, j'ai l'impression que ça va être un problème récurrent. Puis, ils sont du côté de droite du boom à la hauteur de la cabine, donc on les voit pas. Fait que des fois, là, ça peut pisser longtemps avant qu'on s'en rende compte parce que c'est comme à droite dans notre angle mort. Fait que, quand ça m'est arrivé, là, j'ai fait tout un dégât en forêt, veille d'une grosse pluie, ce qui est fun et plate. Là. Le fun parce que ça n'a pas trop paré pour le client, plate pour l'environnement. Donc, c'est une considération. Donc, si vous faites de l'excavation, du terrassement, vous êtes plus en terrain ouvert, c'est vraiment pas un problème. Mais si vous travaillez en forêt, c'est plus stressant, c'est plus risque d'accrocher. Côté mécanique, j'ai eu 2 fois où la machine s'est mise à chauffer, puis j'étais voyant qu'est-ce qui se passe, puis c'est parce que j'avais pas pris l'habitude de souffler mon radiateur. Donc, ça fait partie maintenant de mes habitudes. Je le souffle de temps en temps. Donc, c'est une machine qui est sensible à la chaleur. J'ai un rappel à faire dessus pour changer comment c'est fait, justement parce qu'ils se sont rendus compte là, de la façon que c'était organisé, que c'était pas optimal. Fait qu'ils ont adressé la situation. Je l'ai juste pas faite. Là, je regarde pour aller, que ma saison du petit forestier finisse pour aller la porter pour faire toutes ces modifications-là. Des modifications qui auraient dû être faites avant de me la livrer, mais bon, ça c'est une autre discussion. Puis, ben, j'ai fait la maintenance une fois dessus. Ben, j'ai demandé vous avez vu peut-être la vidéo avec Anthony qui est venu m'aider à faire les changements d'huile, changement de filtre et tout ça là-dessus. Ça, c'est somme toute bien fait. Les accès sont assez faciles. Donc, les filtres sont quand même assez bien exposés. Donc, point de vue mécanique, c'est un moteur Dirt 75 HP diesel. Il n'y a pas de durée, mais il y a évidemment un processus là, je pense que c'est électronique, la façon qu'il contrôle là, les émissions. Donc, j'ai pas rien à faire, on va le dire comme ça. J'ai pas de mode à activer ou quoi que ce soit. Là, ça se fait tout automatiquement. Donc, pour ça, c'est bien facile. Mecalac se vante que toute la maintenance se fait avec les pieds au sol. C'est vrai, pas vrai. Ajouter de l'huile hydraulique, il faut grimper dans ma chaîne. C'est un peu plus difficile d'accès. Donc, beau marketing, mais en bout de ligne, il faut en prendre, il faut en laisser. Le bouchon pour l'huile hydraulique est là. Donc, l'accès n'est pas facile. On n'a pas beaucoup de place pour verser l'huile. Donc, c'est ici. Donc, c'est le seul petit hic là-dessus. Maintenant, la point de vue fiabilité, moi j'associe beaucoup ça au niveau du dealer support, du support du fabricant. Quand j'ai acheté la machine, je l'ai acheté chez Jean-René Lafont. Comme je dis, à tort ou à raison, les rappels n'avaient pas été faits dessus avant qu'elle m'ait été livrée. Maintenant, la bannière est passée à Agricom, puis ils m'ont dit oui, on te fait ça dès que tu as une chance, apporte-nous-la, on te fait ça sous garantie. Donc, j'ai ça à faire. Mecalac,
elle-même au Canada, le représentant principal, le directeur territoire, peu importe, je ne sais pas son titre exactement, mais c'est Jeffrey Andrews. Il est facilement rejoignable, super bonne personne, super bonne ressource. Donc, c'est le fun de pouvoir parler aux fabricants directement. Donc, on va voir comment ça va dans le futur. Pour l'instant, j'ai du bon service avec Agricom. Jeffrey dans le portrait si j'ai des questions, s'il y a de quoi de particulier qui arrive. Donc, j'ai pris une garantie prolongée dessus. Fait que, moi, dans ces contextes-là, je suis assez à l'aise, étant donné que je travaille beaucoup avec de la machinerie neuve, sous garantie. Fait que je suis pas... c'est pas moi qui va être prêt à la réparer. Fait que ce que ça peut générer, c'est des délais, des histoires d'obtenir des pièces. Pour l'instant, on a eu de la difficulté à obtenir un des filtres à huile hydraulique. On n'arrivait pas à trouver la pièce, mais Calac n'en avait pas. Puis on ne trouvait pas d'équivalent non plus. Fait que ça a pris un certain délai. Mais considérant que le filtre hydraulique, c'est pas quelque chose qu'on change aux 50 km, aux 50 heures, je devrais dire. C'est des milliers d'heures. C'est quelque chose qui se prévoit bien. Donc, c'est pas dramatique. Donc, pour l'instant, aucun problème. Bon, maintenant, la question qui tue, la valeur. C'est une machine, je ne donnerai pas de chiffre, mais c'est l'équivalent du prix de 2 machines. C'est-à-dire que si vous achetez une pelle 6 tonnes bien équipée, puis un gros skid bien équipé, ça revient à peu près au prix de cette bébelle-là. Fait que c'est là le nerf de la guerre, c'est ça la question. C'est ça qui vient décider si c'est une machine qui est bonne pour vous ou non. Pour moi, c'est une machine qui faisait pleinement de sens au niveau de la performance puis du travail que je suis capable d'accomplir. Je suis capable de sortir beaucoup plus de contrats plus rapidement avec ça qu'avec 2 machines, surtout pour un opérateur. Puis même dans certains contextes, je suis probablement plus efficace que 2 gars, 2 machines parce qu'on vient qu'à se piler ses pieds. Donc, du point de vue valeur pour moi, c'est ce qu'on appelle un no-brainer. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis l'année que je viens de faire, qui a été une année difficile, j'ai pas eu beaucoup de contrats, ça a été financièrement rough, ben j'ai jamais remis en question mes paiements sur cette machine-là. À chaque fois que je clenchais des contrats, puis j'y sortais, puis j'étais comme « wow » à chaque fois. Donc, ça a plein de sens. Pour un utilisateur, une machine, pour être capable de faire une panoplie de contrats, c'est imbattable. Ça fait que j'ai une machine à traîner. Donc, toute ma logistique de fou de l'année passée, de transporter mon All-Star, mon tracteur, ma John Deere, puis à chaque fois, tous les soirs, je revenais, puis là, demain, c'était un contrat de tracteur. Fait que là, je pognais tout, je ressoignais mon tracteur ça, sur le trailer. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, pour mon utilisation, parce que je suis une personne, c'est vraiment la machine pour un gars comme moi. Ça a bien du sens. C'est juste un moteur à faire des changements d'huile. Les coûts des filtres, c'est énorme. Je m'attendais à ça sans m'y attendre. Là, je savais que c'était cher, mais il n'y avait pas d'idée de chiffre. Mais on est plus d'un 1000 que d'un 100 quand on pense à faire des changements d'huile sur ces machines-là. Donc, il y a bien des avantages d'avoir seulement qu'une machine plutôt que 2. Comme je disais, au niveau de ma logistique, mes déplacements, là, j'ai un beau kit que je mets sur ma remorque. Puis, des fois que j'ai besoin du All-Star puis de la Mécalac sur un chantier, ben j'ai pas besoin de tout enlever parce que le All-Star, il est autoportant. J'ai pas d'accessoires pour le All-Star comme tel. Fait que, c'est tout mon kit Mécalac qui est sa remorque de façon permanente. Puis, il y a de la place pour mettre le All-Star quand j'ai besoin de l'apporter sur un chantier. Donc, ma logistique cette année, là, ma vie a été beaucoup plus simple au niveau de mes déplacements. J'ai gagné un temps énorme. Juste le fait d'avoir seulement qu'une machine pour être capable de faire tous mes contrats. Donc, fait qu'au niveau de la valeur, je ne vais pas vous dire que c'est la machine pour vous. C'est à vous de voir, évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche en Moses. C'est vraiment, quand on s'y habitue, ça fait du travail que d'autres machines n'est pas capable de faire. En plus d'être capable de faire la job d'une excavatrice puis la job d'une chargeuse compacte sur chenille. Donc, je n'ai que du bon à en dire. Il faut comme toute dépense, acheter des bébelles pour s'acheter des bébelles, là, tu dis une coupe de 100 000,
C'est pas de même qu'il faut voir ça. À partir du moment où vous êtes capable de vous le rationaliser puis que votre rentabilité est bonne, le prix devient un peu arbitraire. Pour moi, c'est tout le temps de même que j'ai vu ça. C'est-à-dire, si j'achète de quoi à 200 000 qui me fait faire 300 000, ben, je vais le dépenser le 200 000. Mais si j'achète de quoi à 100 000 qui me fait faire 110 000, je l'achèterai peut-être pas l'affaire à 100 000. Donc, c'est un peu ça qu'il faut que vous évaluez là, selon vos types de contrats, votre clientèle visée, ce que vous essayez d'accomplir. Puis, ben c'est ça. Fait que j'essaie de penser, je pense que ça fait le tour. Ah oui, non, j'oublie un gros volet, point de vue valeur. J'avais pris des notes, mais j'oublie de regarder mes notes, ça aide pas. L'essence, le diesel, ça boit. Ça, c'est une affaire que j'avais sous-estimée. Je me suis acheté un réservoir que j'ai mis dans le camion juste à cause de la Mécalac, parce que je gérais bien avec la John Deere, puis le transporteur, puis le tracteur. C'était plus facile de remplir mes 3 machines, puis avec mes 2 bidons de 20 litres, que la Mécalac. Mécalac, je fais 7 heures, 8 heures sur un plein, puis je commence à être dans le rouge. Là, la lumière n'est pas allumée, c'est probablement plus comme un 9 heures à côté. Mais il y a 2 raisons pour ça. Un, c'est 75 HP plutôt que 50 HP, fait que ça boit plus en partant. Puis l'autre chose, c'est que c'est une machine qui est faite pour rouler à plein régime. Avec la John Deere, je me tenais souvent à mi-régime. Je travaillais pas au idle, mais je n'étais jamais à côté dans le fond, même s'il y a des gens qui me disaient c'est pas bon, ça m'inquiétait pas. Je m'étais informé d'autres, puis ils disaient non, tant que tu roules quand même, qu'elle n'étouffe pas, puis que tu vois qu'elle boucane pas. Dans le fond, ça brûle propre, c'est correct. Donc, je me tenais tout le temps comme au demi-3/4 avec la John Deere. Fait que je n'étais jamais en plus à son plein potentiel. Tandis que la Mécalac, c'est un peu on-off. C'est-à-dire, tu montes les révolutions du moteur. Puis, ça, mettons, en traction, ça se déplace pas, ça se déplace pas, ça se déplace pas. Puis là, ça se met à partir en fou. Fait que juste au niveau des déplacements, traction, tout ça, on n'a comme pas le choix d'être à plein régime. Donc, puis, bien, étant donné que moi, je fais beaucoup de broyage de branches et tout ça, de toute façon, je suis tout le temps plein régime. On veut que ça maximise le flot hydraulique. On veut que la reprise soit bonne. Fait que ça boit beaucoup. Donc, c'est 60 litres qui rentrent de diesel qui rentrent dans le réservoir. Donc, ça coûte à peu près, ces temps-ci, c'est autour de 75-80$ pour un plein dans mon coin. Donc, c'est une considération, c'est une dépense que je n'avais pas prévue quand j'ai acheté ça. Donc, ma dépense en diesel a augmenté quand même pas mal. Donc, ça, c'est aussi une considération. C'est pas juste le coût de la machine, mais j'ai juste une machine à traîner. Fait qu'en bout de ligne, probablement que je reviens au même au niveau de mes dépenses parce que je fais bien moins de camions. Donc, tu sais, on dépense plus à une place, on sauve ailleurs. Donc, à vous de voir si c'est pertinent pour vous. Mais c'est quand même quelque chose à penser. Donc, au-delà du coût, la logistique, moi, charrier 2 bidons de 20 litres à tous les jours, c'est pas assez. Il aurait fallu 3 bidons de 20 litres. Puis, tu sais, c'est tous les jours, toutes les fois, c'est rough ses épaules. Fait que j'aurais pu aller avec une solution mitoyenne, avec un réservoir un peu plus petit, peut-être un 120 litres sur roue. Il y a bien des options qui existent là-dedans. Donc, avec une pompe de transfert, il y a plein d'affaires qui existent. Mais je suis allé, étant donné que j'avais quand même plusieurs machineries, puis là, je me lançais dans le déneigement. J'ai acheté le réservoir pour le camion. Fait que là, j'ai 340 litres que je suis capable de traîner avec moi. Fait que je suis bon pour travailler une semaine avec la Mécalac sans avoir à aller me remplir mon réservoir. Donc, j'ai réglé mon problème comme ça, mais c'était une coupe de 1000 que j'avais pas prévu dépenser cet été sur le réservoir là, pour le camion. Donc, voilà, ça fait le tour, je pense. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Là. C'est encore moi qui parle beaucoup. Là. J'espère, je vais mettre, j'espère avoir réussi à mettre des séquences intéressantes de travail là, à travers tout ça pour vous démontrer là, mes propos. Je vais essayer de rendre la vidéo intéressante. Sinon, ben, c'est moi qui parle. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça le fun. On se revoit dans une prochaine lubie. J'ai bien hâte. Là, j'attends mon tracteur d'une journée à l'autre. Fait que la prochaine vidéo, je vais vous présenter mon tracteur pour le déneigement. Donc, on se revoit dans une prochaine lubie.